Bonjour. Je s'avoue que je suis un petit peu stressée, mais ça va bien se passer. Aujourd'hui, je vais vous partager un peu sous un format, c'est des retours d'expérience, des retours de discussion que j'ai eu avec d'autres personnes, vraiment sur un petit guide pratique pour que vous puissiez commencer simplement et un peu éviter une partie des erreurs, essayer de les éviter, que j'ai pu effectuer quand j'ai commencé à bosser sur des design systems il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était en 2017, début 2017, les design systems, c'est quelque chose qu'on commençait à parler. Il y avait l'expansion de l'atomic design qui a été justement théorisée par Brad Fost en 2015. Et moi, dans cet écosystème-là, je me suis dit, super, trop bien, on va faire un design system. Donc là, c'était à peu près mon état des lieux. J'étais hyper contente, hyper enthousiaste et tout. Ça a duré quelques jours, on va dire 2 semaines. Et en fait, c'est plutôt ça qui s'est passé. Je me suis littéralement plantée. Donc l'idée, c'est aussi de vous expliquer pourquoi je me suis plantée. Déjà, reprenons depuis le début. Qu'est-ce qu'un design system? Donc, moi, je vous pose la question, pour vous, quel est le design system qu'on utilise beaucoup et qu'on connaît tous? Plus ça tombe bien, on est au DevFest, donc ça devrait vous parler. Je ne sais pas si on peut vous voir. Est-ce que quelqu'un a une idée? Personne? Material? En effet. Material, c'est le design system de Google. Donc, on le voit souvent comme une librairie de composants qui sont fonctionnels, qui sont documentés à la fois d'un point de vue fonctionnel, mais également d'un point de vue technique. Et aujourd'hui, Material, c'est un design system qu'on utilise beaucoup. Moi, à peu près 100% des projets sur lesquels j'ai travaillé, on a utilisé Material couplé au framework JavaScript du projet. Et ce qu'il faut du coup bien comprendre quand on utilise un design system, c'est qu'on utilise également du coup la charte graphique et quand vous mettez le design system de Google, donc Material, sur votre projet, vous mettez le design de Google sur votre projet. Pour expliquer un peu autrement également, pour expliquer que c'est un design system, moi j'aime beaucoup parler de poissons, d'aquarium et ici d'une barrière de corail. Pourquoi? Parce qu'en fait, un récif corallien, ça reste avant tout un écosystème d'éléments qui vivent les uns avec les autres en symbiose. Donc vous allez avoir vos composants, donc totalement vivants, fonctionnels, donc les poissons, les coraux, les crustacés, les langoustes, les tortues, etc. Donc ça va être vos composants, donc atomiques et organismiques. Et également des choses qui sont plus de l'ordre du style. La couleur, la texture, les écailles, etc. Les formes, les différentes formes finalement des éléments. Et pour permettre que ces différents éléments puissent vivre les uns avec les autres en symbiose, vous allez avoir des choses comme la température, comme les courants, etc. C'est tout finalement un certain nombre de règles qui vont faire que tout ça va fonctionner ensemble. Et le principe d'un design system, c'est quelque chose qui est systémique et qu'on peut réutiliser. Donc si vous prenez les éléments de votre récif corallien et que vous les mettez dans un autre coin du monde, dans un autre récif corallien, vous allez, à partir de mêmes briques, pouvoir avoir finalement un deuxième produit. Du coup, maintenant qu'on sait un petit peu, pour s'aligner sur le fait qu'est-ce qu'un design system, je vais un peu vous expliquer différentes étapes. La première étape, c'est vraiment quand vous lancez, et finalement comme quand vous lancez dans n'importe quel projet, il faut d'abord convaincre. Et pour ça, en fait, ne partez jamais seul. Que vous soyez designer, que vous soyez développeur, que vous soyez chef de projet ou peu importe, embarquez toujours votre équipe. Donc les différentes personnes finalement avec lesquelles vous allez travailler, sur lesquelles vous travaillez sur votre projet. Et soyez très pédagogique. Présentez des exemples de design system. Beaucoup d'entreprises les publient. Donc des exemples, il y en a plein. Il y a Material, mais il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à partager de la documentation, que ce soit du contenu, des articles, des talks, etc. Et même participer à des événements. Pareil, il y a une grosse communauté autour du design system, donc il ne faut surtout pas hésiter. Et également, surtout, il faut être très transparent sur ce que ça implique. Que ça soit les avantages, mais également, et ça c'est vraiment important, les inconvénients de se lancer dans la fabrication, de la conception d'un design system. Soyez également très transparent sur la charge de travail et l'implication que ça va apporter, parce que vous allez finalement créer un nouveau produit au sein de votre organisation. Et du coup, l'organisation, parce que qui dit temps, dit que potentiellement, vous allez devoir revoir l'organisation de votre équipe.
Et ce qu'il faut surtout ne pas oublier, un design system, ce n'est pas juste, avec beaucoup de guillemets bien sûr, une maquette ou une librairie. Un UI-kit n'est pas un design system. Juste des composants, une bibliothèque de composants, ce n'est pas non plus un design system. C'est un élément d'un design system. Deuxième chose, également, se demander pourquoi faire un design system. Donc, vous vous mettez ensemble, vous faites un atelier, une réunion ou ce que vous voulez, et vous alignez vraiment sur ce que ça va permettre. Par exemple, un design system, ça permet d'éviter le bus factor. Le bus factor, c'est le truc qui dit que demain, on peut sortir de son travail et se faire écraser par un bus. C'est surtout la notion que nul n'est indispensable et qu'on doit documenter. Que pour une raison X ou Y, on peut très bien partir du projet. Ça peut aussi favoriser les tests. Au niveau, vous allez tester vos composants, que ce soit des tests d'un point de vue design, mais également technique. Vous allez pouvoir avoir également l'accessibilité qui est gérée à votre niveau composant, et ça, c'est très, très pratique et très important. Ça va vous permettre également d'avoir de la maintenabilité et de l'homogénéité, ce que vous allez réutiliser. Vous allez avoir un même composant que vous utilisez partout sur votre interface, donc vous avez besoin de le maintenir, vous allez pouvoir le maintenir à un seul endroit. Et du coup, de la scalabilité, parce que vu qu'on est sur de la réutilisation, je vous disais tout à l'heure pour mon récif que j'utilisais un endroit A puis un endroit B, c'est exactement ça. Et faire ça, cet exercice, ça va vous permettre également de vous aligner sur qu'est-ce qui va guider vos design systems. Alors, même si j'aime pas utiliser ce terme en termes de valeur, vraiment sur quoi vous allez vraiment insister. Et si vous ne respectez pas ça, à quel point c'est bloquant. Par exemple, vous pouvez dire que vos design systems tournent et est vraiment guidés, drivés par l'accessibilité. En fait, non, c'est pas vous pouvez, c'est vous devez. L'accessibilité doit être au cœur de votre design system. C'est justement un outil parfait pour faire ça. Et c'est là qu'a été ma première erreur. J'ai d'abord été solitaire, c'est que je me suis dit on va faire un design system, mais je me suis lancée toute seule dans cet exercice. J'ai fait ça dans mon coin, plus ou moins en shadow, en sous-marin. Je n'ai pas fait du coup preuve de pédagogie parce que je n'ai pas expliqué ce que c'était. Même moi, finalement, rétrospectivement, je n'avais pas exactement la même vision que maintenant. Et surtout, j'ai commencé pour des mauvaises raisons à faire un design system au sein d'un produit et d'une équipe, parce que je me suis lancée dans un design system parce que c'était un sujet que je trouvais qui était émergent, qui m'intéressait, et je l'ai plus fait pour moi, pour m'amuser, que parce que ça apportait quelque chose. Donc ça, c'est vraiment le piège dans lequel il faut éviter de tomber quand on se lance de ce genre de projet. Et là, maintenant, les différentes étapes que je vais vous expliquer dans quelques secondes vont vous aider à convaincre votre équipe, vos chefs, ou peu importe, sur pourquoi c'est important de faire un design system. Parce que vous allez justement prouver par l'exemple. Donc, la deuxième étape, ça va être de faire un état des lieux. Déjà, qui sont vos utilisateurs de votre design system? On a deux types d'utilisateurs. Les utilisateurs directs, donc ça va être l'équipe cœur, celle qui va développer le design system, celle qui va l'utiliser dans un premier temps. Mais vous avez également d'autres services, le marketing, la communication, pourquoi pas. Moi, il n'y a pas très longtemps, le design system sur lequel j'ai travaillé, une de mes principales utilisatrices, c'était la personne qui écrivait la FAQ. Parce qu'elle se servait de design system pour comprendre comment on écrit aux utilisateurs. Et après, eux, il ne faut surtout pas les oublier, ce sont les utilisateurs indirects, donc vos utilisateurs finaux. Parce que même si on fait un design system, parce que ça va nous faciliter, à nous, notre quotidien, il ne faut pas oublier que c'est pour eux, finalement, qu'on le fait. Vous allez également identifier l'équipe cœur. Donc, à minima, toujours un designer et un développeur. C'est toujours le duo. Après, vous pouvez imaginer que vous montez suivant ce que vous avez comme entreprise, comme moyen aussi. Une équipe complète avec un PO ou un chef de projet, plein de développeurs, plein de designers, etc. Mais c'est vraiment à minima le designer et le développeur. Autre chose très importante, quand vous allez vous lancer dans vos design systems, vous ne partez pas d'une feuille blanche. Vous allez partir d'un existant, de quelque chose, un projet, que ce soit un MVP, peu importe, même si vous avez peu de choses, mais déjà d'un existant. Le design system vient en deuxième, donc jamais d'une page blanche. Et du coup, il va falloir identifier votre existant. Donc, quels sont votre produit? Est-ce que vous avez déjà des bibliothèques? Si oui, est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce que
Vous avez une bibliothèque rose et une bibliothèque violette. Est-ce que vous avez une bibliothèque en React, une en Vue ou une en je ne sais pas quoi, un autre framework? Voilà, donc ça, vraiment, vous l'établissez. Et vous allez pouvoir tout mettre à plat. Donc, de manière assez bête et méchante, vous allez faire des captures d'écran de tous vos différents parcours et écrans que vous allez pouvoir mettre dans une salle, que ce soit une salle physique ou virtuelle. Et quand vous allez faire votre capture d'écran, vous allez le faire sur un même environnement. Vous n'allez surtout pas oublier de capturer les différents devices, que ce soit desktop, mobile, tablette, si vous avez une application Android, une application iOS. Et surtout, si vous n'avez pas tout, pas de panique. Si vous n'avez pas capturé cette fonctionnalité, cette page ou cette fonctionnalité où personne ne va jamais, donc ça ne sera pas représentatif, donc ce n'est pas grave. Et ça peut même poser la question de faire du dégraissage par le vide. Votre objectif, c'est vraiment d'avoir une vision globale de votre existant. Et cette vision globale va vous permettre de faire un exercice assez bête que j'appelle le tableau d'identification. Donc, vous allez identifier, lister vos composants dans un magnifique tableau de type Excel, par exemple. Et vous allez les classifier. D'abord, est-ce que vous avez des composants qui sont fonctionnels ou sémantiques? Vous allez pouvoir les ranger par famille. Donc, par exemple, on a la famille des boutons, on va avoir la famille des formulaires, des listes. Vous allez aussi leur donner un nom. Alors, ce n'est pas du tout un nom définitif, ça on verra dans un deuxième temps. Identifiez également les états qui sont existants dans vos applications. Simplement compter le nombre de composants que vous avez, de boutons dans votre application. Le nombre de styles différents de votre balade dans l'exemple dans le bouton, j'en ai 3. Et également voir si vous avez déjà identifié des problèmes. Donc pareil, dans l'exemple, le bleu sur bleu, c'est pas très, en termes de contraste, on n'est pas trop là. Donc c'est un premier problème qu'on peut relever. Troisième étape, maintenant que vous avez une vision de votre chantier à faire, il va falloir le prioriser, parce qu'on ne va pas tout faire d'un coup, surtout si en parallèle de ça, vous avez le développement de votre produit avec les différentes fonctionnalités. Donc, cette priorisation, on va la faire sous trois prises. Le premier, ça va vraiment d'identifier la valeur métier pour l'utilisateur par rapport à la fréquence, au nombre de fois où votre composant se trouve dans votre interface. Donc, la question, en fait, à se poser, c'est est-ce que si ce composant n'est pas dans l'application, est-ce que l'utilisateur peut quand même effectuer les tâches qu'il doit effectuer? Donc ça, ça vous permettre d'avoir une première priorisation. La deuxième, ça va être d'identifier les éléments qui sont critiques, que ce soit en termes d'utilisabilité, d'accessibilité ou par rapport au nombre de styles différents. Et en fait, ça va vous permettre de voir que si votre composant qui est le plus important et qui est le plus présent, en fait, il est très bien, il n'est pas parfait, mais il fait très bien sa vie de composant, il est accessible, il a une forte utilisabilité, etc. Vous n'allez peut-être pas vous focaliser dans un premier temps sur lui, mais vraiment vous focaliser d'abord sur ce second composant qui, lui, a un vrai gros souci. Et quand je parle d'utilisabilité, en fait, je parlais de ce que j'appelle l'effet l'anti-micro-ondes. L'utilisabilité en ergonomie, c'est l'aptitude d'un objet ou service à être utilisé facilement par une personne conformément à ce pourquoi il a été conçu. Moi, le micro-ondes chez mes parents, ça fait à peu près 5 ans qu'ils l'ont. Je demande toujours à ma mère de l'allumer pour moi. Parce que je ne comprends pas, j'ai besoin d'une notice. Donc, en termes d'utilisabilité, on n'est vraiment pas là. Donc, c'est vraiment ça. C'est est-ce que votre composant fait l'usage est-ce que l'utilisateur comprend l'usage et le fonctionnement de votre élément sans qu'on ait besoin de lui expliquer? Je vous parlais également de compter le nombre de styles différents. En ergonomie, on parle beaucoup des théories de la forme, donc la loi, notamment donc c'est la théorie de la Gestalt, et notamment de la loi de similarité, qui dit que 2 éléments identiques vont avoir la même fonction, mais surtout le même fonctionnement. Donc, si vous avez plein de styles différents de votre bouton, par exemple, dans votre application, ce qui est dans 100% des cas vrai, en tout cas avant de faire un design system, vous allez avoir, du coup, vous ne répondez pas à cette fameuse loi de similarité, et donc, en termes d'utilisabilité, votre utilisabilité est du coup diminuée. Enfin, la troisième manière, ça va être de prioriser, c'est de la complexité de développement
par rapport à celle d'implémentation. Parce que vos composants de vos design systems, vous allez d'abord les développer en isolation, dans un premier temps, puis les implémenter dans votre produit, ou dans vos produits. Et pourquoi c'est important de faire les deux? Parce que déjà, ça vous permet déjà de vous focaliser sur vraiment la réalisation de votre composant. Il fonctionne tout seul, il est nickel. Et vous allez avoir un composant qui peut être très simple à développer, mais très complexe à implémenter parce que vous l'avez à un nombre important d'endroits, parce que ça peut déclencher, vous allez avoir des choses à vérifier, etc. Donc le faire en 2 temps, ça va peut-être aussi vous permettre de faire une priorisation également en 2 temps et de savoir quand est-ce que vous allez pouvoir l'implémenter. Et quand vous avez tout ça, félicitations, vous avez choisi votre composant ambassadeur. Alors pourquoi un composant ambassadeur? Parce que c'est lui qui est finalement l'ambassadeur de votre design system. C'est le porte-drapeau qui va venir présenter toute la démarche et peut-être apporter ce petit effet avant-après, ce petit effet waouh. Autrement dit, comme dit Stéphanie, c'est lui le lanceur de paillettes. 4e étape, mettre en place la documentation. Un design system, ce sont des composants. Ce sont des UI kits, c'est tout un tas de choses, mais c'est avant tout de la documentation. Donc, comment on la met en place? Déjà, il faut d'abord voir qu'est-ce qu'on met dedans. Qu'est-ce qu'on va documenter? On va déjà documenter les composants, que ce soit des composants très simples, comme un bouton, ou des choses beaucoup plus complexes, comme un formulaire. Vous allez également documenter le style, la couleur, la typo, les grilles, pourquoi pas même des micro-interactions, des animations. Tout ce qui est lié aux éléments de votre marque, donc les logos, les signatures, les favicons. Également, tout ce qui est lié à l'iconographie, que ce soit des illustrations, des icônes, des images, des photos. Ça va être aussi le moment de parler de contenu textuel. Donc, comment on parle aux utilisateurs? Quel est le tone of voice, comme on dit également quand on parle de design system. Vous pouvez également parler d'écriture inclusive. Comment parler de manière inclusive à tous vos utilisateurs en étant assez neutre. C'est également le moment de parler d'accessibilité, expliquer ce que c'est, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez également y ajouter l'aide technique, comment on va installer la librairie, les différents liens, par exemple vers le fichier Figma, comment on s'en sert, tout ce qui va permettre d'utiliser vos design systems d'un point de vue purement technique. Vous allez également mettre vos parcours composants. Donc, comment ajouter, comment modifier et comment modifier également un composant, et pourquoi pas, on pourrait imaginer même quand est-ce que vous allez supprimer un composant de votre design system, parce qu'on parle de choses qui vivent. Et enfin, ce qui paraît un petit peu bête, mais qui est relativement essentiel, c'est que vous allez mettre la documentation de la documentation. Expliquer, parce que écrire de la documentation, c'est quelque chose qui peut être fastidieux, qui est compliqué, qu'on n'aime pas souvent faire. Et si votre documentation, vous voulez qu'elle soit utile, que les gens puissent comprendre comment elle fonctionne, il faut qu'elle soit écrite d'une certaine manière. Donc, vous allez pouvoir expliciter comment on documente, quels sont les éléments à avoir, quels sont les éléments à ne pas avoir, comment est-ce qu'on va pouvoir parler dans cette documentation. Donc, n'hésitez pas à mettre, par exemple, des templates, des exemples. Et en fait, c'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Pour moi, c'est un petit peu le prérequis. Mais vous pouvez ajouter tout ce dont vous avez besoin par rapport à vos besoins de votre équipe, de votre entreprise ou de votre produit. Ensuite, qu'on va parler de documentation d'un élément. Il faut que cette documentation, elle soit simple, pragmatique, évolutive et finalement utile, que ça soit de la documentation technique, donc comment fonctionne votre élément, mais également fonctionnel, dans quel cadre on s'en sert et comment on s'en sert au sein du produit. L'idée, ce n'est pas d'écrire un roman, c'est vraiment allez à l'essentiel. Ne faites pas des phrases à rallonge. Si vous faites une liste de recommandations, ça peut très bien fonctionner. Soyez vraiment pragmatique. Ce qu'il faut également faire, c'est choisir où centraliser vos design systems. Donc, vous avez plein d'outils, vous avez des outils dédiés, comme Zero8, Specify ou Storybook. Donc, ce sont des outils qui ont été développés, créés exactement pour faire de la documentation, pour faire des design systems. Donc, vous allez avoir tout un tas d'outils qui vont vous permettre de faire ça de manière assez efficiente.
Vous pouvez, si vous avez le temps, le budget, etc., développer votre propre outil maison. Le risque de ça, c'est qu'il va falloir le maintenir. Que dès que vous allez avoir un nouveau besoin, il va falloir le développer. Autre chose, vous pouvez également détourner de son usage primaire, principal, autre chose, comme un wiki, comme Confluence. Par exemple, aujourd'hui, le design system de l'État français est sur Confluence ou Notion. Il n'y a vraiment pas de limite à vos choix tant que ça répond aux besoins de votre équipe, à votre problématique que vous avez pu identifier auparavant. Moi, juste la petite attention que je donne, c'est vraiment ayez un peu une vision, cette fois-ci, long terme. Parce qu'écrire de la documentation, c'est fastidieux. Donc, ça serait bête qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, vous vous rendez compte qu'il faudra tout recommencer parce que finalement, c'était pas votre décision de base ne répondait pas à vos besoins. Et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Ça, c'était en 2018, début 2018. J'ai commencé à faire un UI-kit, à faire mes composants en tant que designeuse dans Sketch, ce qui était très bien, ce que je fais finalement encore, et à les documenter sur le wiki du projet sur GitLab en Markdown. Alors, autant vous dire qu'en tant que designeuse, j'étais assez compliquée parce que je n'avais pas d'automatisme là-dessus. Et ça, à maintenir, ça a été super. En fait, ce n'était pas possible. Et également d'avoir une vision globale, de pouvoir je ne pouvais pas faire des exports facilement depuis Sketch, voire pas du tout. Et en fait, mon design system, j'ai écrit de la documentation pendant 2 semaines, puis après, c'est tombé, ça a été un échec. J'ai abandonné. Je n'avais pas non plus beaucoup embarqué mon équipe, comme quoi on n'apprend pas non plus de ses erreurs tout le temps. Vous allez avoir votre documentation. Si vous voulez que les utilisateurs de vos design systems trouvent les composants, trouvent ce qu'ils cherchent, il faut que cette arborescence corresponde à leurs besoins. Donc pour ça, vous pouvez faire un atelier qu'on utilise beaucoup en UX design, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le tri de cartes. Donc tout bêtement, vous allez prendre chacun de vos éléments, les mettre sur des petites cartes et demander aux gens de les ranger, de les trier, de les regrouper comme eux, ils le feraient, suivant leur propre logique. Et ça va vous permettre de créer une arborescence qui répond, ce qu'on appelle au modèle mental, à la visualisation des utilisateurs. Comme ça, ils vont être capables de retrouver exactement, ça répond à leur logique, retrouver leur bébé. Autre chose très très important, mettre des règles de nommage. Donc vous allez partir de votre premier composant, de composant ambassadeur, donc toujours ici mon bouton, et définir comment est-ce qu'on écrit le nom d'un composant. Est-ce qu'on met ou pas le nom du design system dedans? Est-ce qu'on écrit en abrégé? Est-ce qu'on met un tiret, un underscore? Est-ce qu'on écrit en capital? En français, en anglais? Par exemple, il y a pour certains cas, par exemple le design system de l'État, ils sont obligés d'écrire tous les composants, les nommer en français. Donc c'est une vraie question à se poser. Vous allez faire le même exercice pour les styles, mais en partant toujours de votre composant ambassadeur. Comment on écrit une couleur? Comment on écrit un espace, une font size. Donc vous allez vraiment faire cet exercice petit bout par petit bout. Et ça, vous allez le faire pour le nom de vos composants développés, mais également, ça sera le cas dans les fichiers de design. Par exemple, sur Figma, vos designers doivent avoir la même nomenclature et également, du coup, la même nomenclature dans les documents. Et tout à l'heure, je vous disais de hiérarchisation dans le design system, mais vous devez retrouver cette même hiérarchisation, si par exemple dans votre librairie, par exemple sur Storybook, comme sur... Oui. C'est mieux? Je vous casse moins les oreilles? C'est bon? Vous êtes toujours là? Merci, j'étais ravie. Du coup, je vous disais que en fait, votre nomenclature, votre manière d'organiser, ah oui, c'est différent, doit être la même partout, que ça soit dans vos fichiers
de design. Et ça, les designers, des fois, on a du mal à le faire, donc c'est bien de nous le rappeler. Par exemple, dans vos storybooks ou alors même dans votre documentation. Et tout ça pour dire que si votre design system ne répond pas aux besoins de vos utilisateurs, c'est comme pour tout, il ne sera pas utilisé. Et moi, à titre personnel, je trouve ça bien dommage parce que c'est beaucoup d'investissement, comme tout produit, et du coup, c'est vraiment bête. Ce qui va vraiment être central de la création de votre design system, c'est ce qu'on va appeler un atelier composant. Donc là, je vous ai fait un petit template. Donc, dès que vous allez avoir un nouveau composant qui va être développé, conçu, vous allez vous réunir et vous allez faire un petit atelier qui se déroule de cette manière. Donc, moi, je suis designer, je dis, au fait, on va faire un bouton. Première chose qu'on va définir, est-ce qu'on va parler de quelque chose de fonctionnel ou de sémantique? Donc là, c'est facile, c'est un bouton, c'est fonctionnel. Et on va vraiment, de manière très simple, très pragmatique, définir l'objectif de ce composant. Ici, un bouton, ça déclenche une action. Après de ça va découler le choix d'un nom. Donc notre bouton, on va l'appeler button. On va s'inspirer, par exemple, pour choisir le nom, on va essayer de trouver un nom qui ait un sens sémantique, qui soit pourquoi pas une balise HTML, soyons accessibles. Et un nom surtout qui explique vraiment ce que ça fait, mais en étant décorrélé du métier. Vous n'allez pas mettre, par exemple, bouton se connecter, parce qu'on est dans une notion de réutilisabilité toujours de vos composants. Vous allez pouvoir également identifier les différentes variants de votre composant, donc primary, secondary, par exemple. On peut avoir un bouton qui n'est qu'une icône, un bouton qui a une icône et du texte. Vous allez pouvoir également lister de manière exhaustive. Bon, là, ma liste n'est pas du tout exhaustive, les différents états qu'il doit bien prendre en compte. Donc focus, over, disable, click, etc. pour ne surtout pas les oublier. Deuxième chose, vous allez pouvoir concevoir ensemble la structure HTML de votre composant. Et ce qui est plutôt assez pratique quand un designer arrive avec ce genre de choses, c'est que cette réflexion, il l'a déjà fait dans son fichier, par exemple, de Figma de travail. Donc il a déjà eu cette réflexion de quelles sont les boîtes qu'on met les unes avec les autres. Ça vous permet de choisir également quelle est la balise HTML sémantique que vous allez pouvoir choisir parmi les 122 qui existent, donc de quoi mettre du sens. Et aussi identifier quels sont les styles dont vous allez avoir besoin et pourquoi pas programmer, soit à l'instant, soit un peu plus tard, d'autres réunions pour définir la nomenclature de ces styles particuliers si vous n'avez pas déjà fait. Autre chose, définir des do et don't. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, un bouton n'est pas un lien, donc préciser, et inversement, un lien n'est pas un bouton. Donc, ce sont vraiment deux composants totalement différents. Et pas que sur la forme, sur le fond aussi. Vous pouvez aussi dire le label. Mon verbe doit toujours être à l'infinitif, se connecter, créer. Et préciser, pour pas qu'on l'oublie, sait-on jamais, que quand j'appuie sur la touche Entrée, l'action se déclenche. Pour revenir un peu sur un parcours global de votre composant, première chose que vous allez faire, vous allez d'abord le prioriser, décider quand est-ce que vous allez l'embarquer. Souvent, vous allez le faire aussi en parallèle. Ça, c'est important parce que vous le faites en parallèle du développement d'autres fonctionnalités. Vous allez faire votre atelier composant et en même temps faire la conception design. Donc, finalement, comment on s'en sert, quelle tête il a. Pouvoir le développer en isolation et enfin, l'implémenter. Et pendant tout ce parcours, vous allez pouvoir aussi, du coup, le documenter. Depuis la priorisation, faire de la priorisation, c'est aussi commencer d'une certaine manière à faire de la documentation. Cet atelier composant, c'est le moment où vous allez vraiment le documenter. Au début, vous pouvez le faire comme ça sur un template, mais dès que vous êtes rodé, pourquoi pas directement écrire la documentation au sein de votre outil de centralisation de votre design system. Vous gagnez du temps, etc. Et une fois implémenté, votre composant peut potentiellement évoluer. Donc toujours à ce moment-là, il ne faudra pas oublier de le documenter. Voilà. En fait, dès que vous allez faire évoluer vos design systems, vous allez apprendre. Et donc, il faudra documenter cet apprentissage. Il faut aussi
se rendre bien compte que quand vous allez commencer à faire un design système, ça va vous demander beaucoup d'efforts parce que vous allez tout simplement résorber de la dette. Donc, il faut vraiment le prendre, c'est un gros effort à faire au début, mais qui après, normalement, en théorie, dans le temps, devrait se ventiler. Désolée. Enfin, la dernière étape, et pas des moindres, ça va être de créer de l'engagement autour de vos design systems. Pour ça, vous allez lui trouver un petit nom. Votre design system, alors, par exemple, Google, c'est Material. IBM, c'est Carbone. Moi, j'ai bossé sur un design system qui s'appelle Tempo. Ça va lui permettre d'exister par lui-même en tant que produit. Donc, il ne sera plus on ne parlera pas du design du produit, on va dire conférence hall, par exemple. Ça va permettre à vos équipes de s'approprier également ce design system. Par expérience, au début, quand j'ai commencé à bosser sur Tempo, le design system, on disait que c'était le design de Cécile. J'étais la seule designeuse de la DSI. Le design de Cécile. À partir du moment où on l'a appelé Tempo, ce n'était plus le design de Cécile, c'était le design de Tempo. Et ça permet, donc ce n'était plus ma responsabilité personnelle en tant que designeuse, mais c'était la responsabilité de l'équipe qui travaillait sur le design système. Et ça va participer du coup également à la communication. Et du coup, à l'utilisation faite par d'autres produits et équipes de vos design systems. Parce que ça ne sera plus le design, comme ce n'est plus le design system d'une personne, mais ça ne sera plus non plus le design system d'un produit. Mais ça sera quelque chose dont les gens vont pouvoir s'approprier et d'autres projets vont pouvoir s'approprier. Ce que vous allez également devoir faire, ça va être de communiquer régulièrement. Pardon. J'aurais moins toussé là sur le temps que sur les 10 minutes avant. Vous allez créer un canal de communication dédié, par exemple sur Slack, canal Design System. Également avoir une adresse mail dédiée pour que des gens puissent communiquer des informations, faire des demandes, etc. à l'équipe Design System. Et ça, également, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir partager l'actualité. Quelles sont les mises à jour, s'il y a des nouveautés, s'il y a même des événements autour de vos design systems. Donc vraiment, pouvoir vraiment partager cette actualité. Et enfin, ce qui peut être des fois le plus compliqué, ça va être de le présenter au reste du monde. Alors, plus compliqué, ça peut être pour une équipe, des fois, peut-on imaginer si on n'a pas l'habitude de montrer son travail un peu compliqué. Et pour certaines entreprises, ils n'aiment pas trop montrer leurs outils. Donc, vous allez déjà le partager aux équipes internes de votre entreprise pour qu'eux puissent également l'utiliser. Pareil, si vous êtes au sein d'un groupe, aux différentes filiales pour qu'eux également puissent l'utiliser, quitte à changer les styles de départ et utiliser leur propre charte graphique. Et également, présenter à l'externe, parce que vous allez participer du coup également à la communauté autour du design system, qui est une communauté quand même assez importante, même en France. Et si tout se passe bien, les différentes personnes à qui vous allez pouvoir le présenter, ils vont potentiellement devenir contributeurs. Parce qu'à partir du moment où ils vont s'en servir, ils vont être contributeurs de deux manières. La première, c'est qu'ils peuvent faire des retours, vous dire qu'il y a des bugs, vous dire ils ont tel cas d'utilisation, faudrait un peu l'améliorer dans leur sens d'utilisation. Mais également contribuer en eux-mêmes, créant de nouveaux composants, suivant leurs besoins, que vous allez pouvoir ajouter à vos design systems. Généralement, quand on est dans cette troisième étape-là, on a une équipe qui est vraiment à 100% dédiée au design system. Là, en fait, je vous ai fait une petite checklist. J'ai oublié, bref. Des choses dont vous avez parlé. Donc vraiment, ce qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut d'abord que vous convainquiez les gens avec lesquels vous allez travailler. Que vous fassiez vraiment un état des lieux. Ça peut paraître, pour être honnête, c'est quelque chose qui est très chiant à faire, mais qui est vraiment essentiel, de savoir de quoi vous partez. Également, ce travail de priorisation. Vous n'allez pas tout faire d'un coup. Vous allez le faire au fur et à mesure. Donc, partez de ce qui est de plus critique, de plus important pour vos utilisateurs finaux. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les oublier. Ensuite, vous allez mettre en place votre documentation, que ce soit
sur les outils, l'outillage, sur de la nomenclature, sur aussi des rituels autour d'ateliers, etc. Vous allez pouvoir faire. Et enfin, créer de l'engagement dès le départ. Soyez très transparent. Parlez de votre projet, présentez-le. Vous allez donner comme ça un peu d'importance. Et après, une fois que vous avez résorbé votre dette, vous avez créé tous vos composants que vous aviez déjà d'existants. Si vous avez commencé votre design system assez vite, peu de temps après le commencement de votre produit, ça devrait être assez vite. On fait quoi des petits nouveaux composants? Moi, ce que je vous conseille, ça va être de définir des parcours de composants, du coup, pour ces nouveaux composants. Je suis designer, je dis super, on a une nouvelle fonctionnalité, on va devoir créer un nouveau composant. Avant de vous dire ouais super, on va le créer, ce qui va prendre du temps, de l'énergie, etc., potentiellement pour quelque chose qui ne sert pas. Posez-vous la question, est-ce qu'il est utilisé 3 fois et plus? Si oui, donc ça veut dire que en théorie, il est viabilisé, il devrait durer dans le temps, vous pouvez créer un nouveau composant. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un composant d'une bibliothèque externe avec laquelle rien ne vous empêche de continuer à vivre avec une deuxième bibliothèque, par exemple Bulma, pour justement pouvoir tester vos hypothèses et tester vos interfaces, etc. Vous pouvez également utiliser un composant de votre bibliothèque qui n'est pas exactement le même, qui ne fait pas exactement la même chose d'un point de vue fonctionnel, mais qui, en attendant, fait le job. L'utilisateur peut arriver à ses fins en utilisant ce composant-là. Et peut-être même, ce qui arrive assez souvent, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez, ça se trouve, pas besoin d'en créer un nouveau parce que ce que vous ne pensiez pas être suffisant l'est. Et à partir du moment où vous allez avoir votre deuxième cas d'utilisation de votre composant, il va être un peu plus pérennisé dans le temps. Vous allez dire, ah oui, on commence à vraiment, on va être sûr qu'on va le garder. Et au troisième cas, encore plus. Du coup, là, ouais, ça vaut le coup de mettre de l'investissement pour créer votre nouveau composant et du coup, écrire de la documentation, le développer, l'implémenter. Et moi, si j'avais juste vraiment un message à vous donner aujourd'hui sur quand vous décidez de faire un design system, et finalement, c'est comme souvent, en fait, ne faites vraiment que ce qui est nécessaire, soyez vraiment très pragmatique, très frugal, allez dans l'utile. Et surtout, ne prenez pas d'avance, ne vous amusez pas à développer une librairie, à écrire de la documentation de choses dont vous n'avez pas besoin. Merci beaucoup. Et du coup, ça avait des questions. Ah ouais. Merci Cécile. C'est le micro qui a cassé avant ta voix, tu vois. Avez-vous des questions? Alors, comme j'ai les feux dans le visage, je vois pas bien les mains qui se lèvent. J'arrive tout de suite. Merci. Désolé, c'est un peu noob, mais est-ce que tu peux redire la différence entre fonctionnel et sémantique, bien clairement? Tu l'as dit plusieurs fois dans le talk. Merci. Alors qu'on va parler, en fait, qu'on parle d'un composant fonctionnel, on va parler d'un composant comme on l'entend globalement, quelque chose qui fait une action. Un bouton, un formulaire, un lien, ce sont quelque chose qui est purement fonctionnel. Alors quelque chose de sémantique, on est plus sur de l'ordre finalement de la forme et du sens. Une couleur, c'est pas fonctionnel, mais ça apporte du sens. Donc je ne sais pas si ça répond, si c'est clair. Ah. Merci pour la conf déjà. Et ouais, je me demandais, ce qu'on voit souvent, je suis dev mobile, ce qu'on voit souvent, c'est des designers qui essaient d'appliquer leur design system web à justement du mobile. Est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait avoir un truc unifié entre par exemple web, iOS et Android, ou est-ce qu'il faut essayer d'en avoir 3 différents? Alors, moi, je ne me suis jamais, à titre personnel, retrouvée jusqu'à il y a quelques semaines, quelques jours même, dans cette situation-là. Mais si je ne dis pas de bêtises, des composants qui sont, par exemple, Android et iOS, vous avez pas mal de choses qui sont natifs.
Donc ça, faut vraiment, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Après, honnêtement, je ne peux pas répondre comme ça, mais en fait, il faut que ça... Si tu as besoin d'avoir 3 bibliothèques, pardon, il faut vraiment que tu te demandes, est-ce que vous avez besoin de 3 bibliothèques? Le principe d'un design system, c'est d'avoir quelque chose, de le faire un composant une seule fois et de le déployer. Il y a la notion aussi de technologie, parce que cette question se pose également, est-ce que tu as des applications qui sont développées en React, en Vue, en JS, en je ne sais pas quoi. Donc on peut se poser cette question-là. Donc ça, c'est des choses, ça va être des choses aussi stratégiques. Est-ce que tu t'amuses, est-ce que vous développez des composants qui sont totalement agnostiques? Est-ce que vous avez développé après des web components? Est-ce que vous avez développé autant de librairies qu'il y a de techno? Donc voilà. Et c'est aussi, ça j'en ai pas parlé, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir des contributeurs extérieurs. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai travaillé sur un système, alors pas directement, mais j'étais contributrice extérieure, où ils avaient développé des composants, une bibliothèque agnostique. Nous, on travaillait sur un projet en Angular, et nous, on a contribué en créant justement les composants, un storybook d'une implémentation en Angular du design system. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Je pense que du coup, il faut pousser pour du natif. Hein. Mais ok, ça va. Donc, merci. Bonjour, ici. Merci pour ton talk. J'ai une question sur le démarrage des nouveaux projets. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait éviter de partir de zéro. Et donc, en fait, si on démarre un nouveau projet, on va sûrement prendre un design system existant pour après le customiser. Est-ce qu'il y a quelles sont les contraintes à prendre en compte pour ce choix initial et qu'est-ce qui détermine un bon design system en fonction des spécificités du projet? Alors en fait, il faut vraiment que vous choisissiez un design system qui soit adapté aux besoins de vos utilisateurs. Moi, je vois souvent, j'en suis assez malheureuse, je travaille essentiellement sur des applications métiers et on installe matériel. Matériel, ça peut être très bien pour du grand public, pour du mobile, mais ce n'est pas du tout adapté aux applications métiers. Parce qu'on est sur des choses qui sont orientées mobiles, des choses qui ont beaucoup d'animation, etc. Donc, quelle que soit la librairie que vous décidez d'utiliser pour débuter, bootstrapper votre projet, il faut qu'elle soit adaptée aux besoins de vos utilisateurs finaux et pas prendre quelque chose parce que ça nous arrange ou parce qu'on a l'habitude. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Par exemple, pour les applications métiers, on a Bulma qui ne fonctionne pas trop mal, je trouve, à titre personnel. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Après, moi, des fois, j'ai presque tendance à dire, suivant... J'aurais presque tendance, après je suis designer, je ne suis pas du tout développeuse, mais pourquoi pas des fois simplement commencer en faisant des composants purement HTML pour prototyper dès le départ, pour tester, et une fois qu'on a un petit peu pérennisé nos fonctionnalités et compagnie, à ce moment-là, partir développer nos composants, nos design systems. Merci. Bonjour et merci pour cette conférence très intéressante. Du coup, j'ai 2 questions. La première, ça va être plus un point de vue philosophique, on va dire. J'ai toujours eu un problème avec Material Design parce que c'est vraiment l'homogénéisation des outils sur le web et sur le mobile. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait justement... Alors, je suis d'accord d'un point de vue totalement technique, qu'il faut un petit peu uniformiser, mais plus d'un côté de l'aspect visuel, c'est ça qui me gêne. C'est que c'est vrai, maintenant, toutes les applications, tous les sites se ressemblent. Donc, est-ce que on peut faire du design system sans passer par Google, clairement? Et la deuxième question, c'était plus au niveau des exemples. Parce qu'en termes de composants, vous parliez de formulaires, de boutons. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un peu le bon sens, la base. Mais est-ce que vous avez un exemple précis d'un composant un peu original? Parce que là, j'ai un peu du mal à visualiser. Oui. Alors, d'un point de vue purement personnel, moi, je milite contre matériel. Désolée. Voilà. Oui, parce que je suis d'accord, c'est l'uniformisation et même d'un point de vue éthique, ça pose des problèmes. Est-ce qu'on a envie d'avoir le design de Google sur tous nos produits, avec ce que ça peut impliquer derrière? Et pour répondre, qu'on va parler de composants, on a 2 niveaux de composants. Donc, si on reprend la métaphore de l'atomic design Pratt-Bradford, donc on parle de composants fonctionnels. Le moléculaire, donc ce sont des composants fonctionnels très simples,
comme un bouton, un élément de liste, un lien, un input. Et après, les choses plus complexes, donc c'est de l'assemblage, un tableau. Par exemple, un tableau, c'est un tableau avec plein de lignes, plein de colonnes, des filtres, des trucs de l'enfer. C'est un composant qui est, pour le coup, complexe. Et c'est aussi là, c'est intéressant d'avoir cette notion atomique et moléculaire, parce que vous allez d'abord commencer par développer des petites choses que vous allez pouvoir imbriquer les unes avec les autres pour avoir quelque chose de beaucoup plus complexe, mais finalement, en arrivant par la simplicité. Je redescends. Du coup, vous avez parlé de dette, parce que forcément, quand on met en place le design system, au début, on a l'impression de perdre un peu de temps. Vous avez parlé de tempo. Je voulais juste savoir combien de temps, par exemple, quand vous avez décidé de mettre tempo en place avec votre staff, ça vous a pris? Alors, on avait des sprints de 2 semaines. On était une équipe de 3 en me comptant. Et donc, on devait dépiler de la fonctionnalité. Donc, on s'était donné comme objectif de faire 2 composants simples par toutes les 2 semaines. Donc, on s'était donné ça comme objectif. Et après, on s'est arrivé très vite. On avait épuisé notre stock de composants qu'on devait rattraper. Et du coup, l'idée, c'était que tout composant qu'on créait devait être attaché à une fonctionnalité. Et inversement. Je voulais savoir si vous aviez un premier retour d'expérience sur la nouvelle tendance du Design System Package, donc un nouveau format open source qui est un peu en train d'émerger et qui est adapté actuellement sur Adobe XD, qui va peut-être arriver sur Figma, on ne sait pas trop, et qui permet en fait de créer une passerelle justement entre le designer et le développeur, et aussi sur le déploiement en fait de nouveaux composants, des choses comme ça, beaucoup plus simplifiées. Alors, j'avoue que j'en ai entendu parler, je ne suis pas allée fouiller. Après, oui, chut. Je vais voir le monsieur qui est là. Là. Voilà. Moi, après, je suis persuadée d'un truc, les design systems, c'est avant tout on travaille sur de l'humain, sur comment différents métiers peuvent travailler les uns avec les autres. Donc, à partir du moment où on s'outille, et s'il y a des outils qui permettent de faciliter ça, oui, je suis totalement pour. Après, où il faut faire attention, c'est pas remplacer l'humain, du coup, l'organisation, les gens qui travaillent ensemble, qui prennent des décisions ensemble, par de l'outillage qui va être automatisé. Donc, voilà, c'est pas du tout ma spécialité. Moi, je travaille plus sur le côté organisationnel d'un design system. Donc, c'est vraiment faire attention à ça. Il faut toujours avoir gardé l'humain et les décisions autour de ça. Et pas oublier les utilisateurs finaux, surtout. Je vais faire mon timekeeper, donc je pense que les gens pourront peut-être te solliciter en sortie de scène. On te remercie. Merci à toi.